mobiliser pleinement leurs ressources financières intérieures. Les transferts financiers directs des pays du Sud émergent vers les pays du Sud déficitaires. Voilà, parce que bon, ils sont nombreux malheureusement. Étant donné les problèmes très graves qui se posent aux pays du Sud les plus fragilisés et les multiples avantages d'une coopération financière entre eux et ceux considérés comme émergents, il est impératif que des efforts vigoureux soient faits pour stimuler et soutenir un recyclage direct de plus en plus important au profit de ces pays du Sud déficitaires. Le Maroc, de par sa situation privilégiée, ça on peut en faire, le Maroc voilà, va veiller au sort des pays du Sud. Tout d'abord, avec des arrangements et des garanties appropriées, les pays émergents peuvent investir dans les banques régionales et sous-régionales de développement, consentir des prêts et des guichets à des frais de conditions avantageuses. Deuxièmement, les investissements directs opérés par les pays du Sud dans d'autres pays du Sud déficitaires peuvent être accrus. Les pays émergents et les pays du Sud émergents et les pays du Sud déficitaires. Les pays du Sud qui ont besoin de capitaux devraient élaborer ensemble des modalités suivant lesquelles les prises de participation des uns chez les autres pourraient être mieux acceptées par les deux parties. Coopération en matière d'énergie. Donc on n'a pas parlé d'énergie aujourd'hui, en tout cas. Nous devons y faire face. À court et à moyen terme, des arrangements en vertu desquels les pays émergents consentiraient des frais souples aux pays du Sud déficitaires, importateurs de pétrole, pour aider ceux-ci à financer totalement ou en partie l'augmentation du coût de leur importation de pétrole. La coopération en matière d'énergie doit transcender le secteur économique, comme dans chaque domaine de l'activité humaine. La solution à long terme à la pénurie d'énergie consiste donc à rechercher des stratégies du développement à moins, mais aussi à forte intensité d'énergie et économiquement viable. Il est impossible de doser les considérations afférentes à l'alimentation de l'homme, à l'alimentation du bétail, à l'énergie et aux matières premières. Il me reste peut-être pas beaucoup de temps, voilà. La pénurie, donc je passe tout de suite à la coopération donc dans les domaines de l'alimentation et du développement rural. Je vais assez vite à cause de l'heure. Voilà. Je vais conclure tout à l'heure. La pénurie alimentaire et la malnutrition figurent parmi les problèmes les plus pressants des pays du Sud à faible revenu. Il est nécessaire d'établir un équilibre entre les programmes énergétiques et les programmes alimentaires. Ces deux derniers sont d'une importance cruciale pour les pays du Sud les plus fragiles. Je conclue très rapidement. Voilà, donc j'avais beaucoup d'autres choses sur les chercheurs. Je suis recteur de l'université Soumdiata, mais bon, je n'ai pas le temps. Je conclue. Les meilleurs chercheurs des systèmes d'éducation du Sud ont une fascination pour certains pôles universitaires du Nord. Le Maroc est aux portes de l'Europe. Tous les programmes de renforcement de l'enseignement supérieur et de la recherche du Sud ne pourront inverser cette tendance. La recherche du Nord est en partie dépendante de l'attirance que suscitent les établissements d'enseignement supérieur auprès des jeunes scientifiques du Sud. Il est donc préférable de prendre acte et fait, n'est-ce pas, et d'utiliser la présence au Nord de ces scientifiques au milieu de leur communauté d'origine. J'ai dit.
hub gigantesque, international, et non seulement une place financière, donc qui permet la circulation de l'argent, l'investissement, etc., mais également sur le plan logistique. Donc comment faire du Maroc et l'Afrique japonaise a besoin de ce genre de hub, de grandes plateformes, pour pouvoir se développer. Je crois qu'on ne peut pas se développer sans qu'il y ait des places de ce genre, des hubs de ce genre. Que l'on prenne par l'exemple du Dubaï, si le Moyen-Orient est arrivé à se développer, c'est également grâce à Dubaï. Dubaï qui fonctionne effectivement comme un hub international dans le domaine de la logistique, dans le domaine des finances, dans le domaine des échanges, et aujourd'hui, une grande partie des richesses mondiales transite par ce hub international qui est Dubaï. Moi, je pense que l'Afrique a besoin, effectivement, d'une plateforme de ce genre, et le Maroc, étant donné que nous sommes à 12 kilomètres du Maroc et à quelques milliers de kilomètres de l'Amérique du Sud, je crois qu'il peut jouer, et qu'il peut accueillir, en tout cas, incuber un hub de ce genre et de la taille de ce qu'est Singapour, par exemple. Singapour, c'est quoi Singapour? C'est une interface, une grande place, un hub international, donc qui permet la circulation entre l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Et je crois qu'au niveau de l'Afrique, on a besoin de ce type de hub. Je vous remercie beaucoup de citer ce mot-là aurait été exprimé par l'un de nos confrères, compatriotes. Peut-être que le directeur est un petit peu réaliste, mais c'est la réalité, c'est la géostratégie. Et on ne peut pas, encore une fois, être réaliste. En Afrique, il faut qu'il y ait des hubs de dimension importante pour pouvoir accueillir toutes les ressources et toutes les richesses génératrices effectivement de développement dans le domaine de la finance, deuxième idée que j'ai appréciée dans cette intervention, c'est effectivement comment être à l'écoute des besoins. Parce que généralement, lorsqu'on veut aller vers le développement, vers le développement d'un système coopératif, on pense toujours au plus fort que nous, et on oublie les petits. Et je crois qu'il ne faut pas traiter les petits comme des boulets qui risquent de nous accabler et de ne pas pouvoir se lisser, nous exigeons plus de témoignages. Moi, je pense que penser des petits comme plus faibles, plus démunis, qui n'ont pas de ressources, et qui ont des problèmes de financement pour aller vers des caps de développement, je crois que c'est une idée forte. C'est ce qu'on appelle l'économie solidaire. Et l'économie solidaire à un plan international, je crois qu'il trouvera un lieu de développement. Donc, merci. On s'est complété également dans cette séance. On est parti d'un exemple concret de la coopération sociale au Maroc et en Côte d'Ivoire. Et le thème fort qui a été dit vendredi après l'initiation de Sa Majesté de la conférence en Afrique, c'est clair, c'est émanciper l'Afrique de la tutelle étrangère, émanciper l'Afrique des grandes puissances étrangères et faire confiance à notre propre potentiel. Je crois que ça, c'est un enseignement très fort et ça a été souligné à juste titre par Sa Majesté le Roi lors de sa tournée en Afrique occidentale. C'est très important. Deuxième idée, avec l'exposé de Kafir, donc on est parti du local vers quelque chose de plus global. Donc une vue d'en haut, surplombant un petit peu le type de relation que le Maroc peut développer avec certaines régions d'Afrique, pas uniquement subsaharienne, mais aller beaucoup plus dans
réduire. Si vous êtes fatigué, vous considérez que le fait d'avoir écouté suivi, on va quand même prendre des questions, et peut-être une deuxième. Voilà, on va prendre 3 ou 4 questions pour qu'on aille dessus. À vous la parole, monsieur. Je voudrais remercier tous les intervenants de ce matin, pour ce deuxième thème. Je n'ai pas de questions particulières à poser, mais je vais faire comme une question globale. Le thème, c'est le Maroc dans la géopolitique africaine. Et j'ai été interpellé personnellement, et c'est pour cela que je pose cela comme une question globale. Nous avons une préoccupation qui a été relevée par Sa Majesté le Roi. Comment faire en sorte que l'Afrique puisse prendre en main désormais son destin? C'est cette question centrale qui doit être, je dirais, pour ne pas faire une tautologie, être au centre de nos préoccupations. Et nous avons l'impression, j'ai eu cette forte impression, que dans les exposés de ce matin, nous avons failli encore nous enfermer dans le jeu de l'agenda des grandes puissances. Vous savez, notre continent a souvent été endormi par des concepts. À l'aube des indépendances, on a parlé de l'émancipation des peuples noirs. Ensuite, on a parlé du Sud-Est. On a parlé ensuite des pays en voie de développement. Progressivement, on a humanisé les concepts qui concernaient le développement de l'Afrique. On a parlé des voies de pays en développement. Aujourd'hui, il y a un terme fétiche, on agite comme on agiterait un totem, c'est l'émergence. Mais qu'est-ce que l'émergence si l'Afrique n'a pas affirmé son identité? Est-ce que cette émergence ne s'inscrit pas tout simplement dans l'agenda des grandes puissances? C'est important qu'on clarifie déjà cette chose-là. Ensuite, après avoir essayé de clarifier cela, nous avons essayé de voir de quel type de coopération, dans quel type de coopération nous voulons engager le Maroc aux côtés des autres pays africains. Que signifie pour nous qui voulons aller de l'avant et installer notre continent? Après un premier cinquantenaire de nos indépendances qui s'est achevé en 2010, pour lequel l'Afrique a fait un bilan de ces 50 premières années d'indépendance, notre génération, la génération de tous ceux qui sont ici, devient comme une génération charnière entre ce premier cinquantenaire terminé en 2010 et le deuxième cinquantenaire qui doit nous conduire vers le centenaire de notre indépendance. Deuxième cinquantenaire que nous avons très peu de chances de voir aboutir tel que nous sommes ici. Les lois de la biologie étant si personne, je crois que la plupart d'entre nous ne ferons pas le centenaire. Mais nous sommes en train, comme les pères de l'indépendance, en train de fixer le canevas dans lequel le continent africain doit s'engager à partir de 2010. Donc les réflexions que nous faisons aujourd'hui sont des réflexions prémonitoires, pour ne pas dire anticipatives, pour les générations futures. Dans quelle Afrique voulons-nous laisser les générations futures? Donc, est-ce qu'il est possible de sortir de l'agenda des grandes puissances pour que l'Afrique essaie de penser pour elle? Voilà la préoccupation qu'a suscité pour moi les interventions de ce matin sur ce thème, le Maroc dans la géopolitique. Je vous remercie. Bon, je voudrais assez rapidement s'inscrire dans ce que vient de dire. En soulignant le fait que cette conférence internationale a un grand intérêt pour moi. Et elle met l'accent sur une chose. Simplement, si on le montre, ce matin comme hier, on est là. C'est la nécessité d'un espace
de rencontre que celui que nous venons d'avoir à l'occasion de cette conférence. Il faut qu'entre Africains, entre nous, Afrique du Nord, Afrique du Sud du Sahel, nous nous organisions désormais pour parler, nous dire les choses et envisager l'avenir ensemble. C'est sous ce rapport qu'il a parfaitement raison de dire qu'il faut sortir des agendas construits ailleurs. Depuis le système des Nations Unies jusqu'à l'Occident, ce sont des machines à construire des projets dans lesquels on essaie de nous. On nous installe sans nous demander réellement notre avis très souvent. La seule façon de changer cela, c'est de créer des espaces alternatifs. Et les gouvernements ne sont pas les mieux placés pour le faire, il faut bien le voir. Les gouvernements sont dans des logiques institutionnelles par rapport auxquelles ils doivent négocier des accords, des compromis avec les grandes puissances pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Mais la société civile, les partis politiques, les syndicats, les associations non gouvernementales de toutes catégories doivent pouvoir s'exprimer davantage. Et je suis en train de travailler sur une recommandation que je vais proposer à la réunion, peut-être cet après-midi, où on va saluer cela et encourager cela à l'avenir. Et c'est à ce moment-là qu'une réflexion endogène, une réflexion conforme à nos aspirations, une réflexion qui traduira notre vision commune et concertée de l'avenir pourra naître et qu'un avenir réellement africain sera possible, défini par les Africains. Merci. Je donne la parole au ministre. Réaction rapide. Merci, monsieur le modérateur, de passer la parole. Je voudrais, à l'issue de ce débat, intervenir pour ce deuxième atelier, dire ma satisfaction de l'intervention des uns et des autres pour placer, n'est-ce pas, les problématiques ou les problèmes majeurs que connaît l'Afrique dans une perspective de recherche et de solutions internes. Parce que le rapport dans le monde, il est fait sur des rapports de force et d'intérêt. Et quand n'importe quelle institution, qu'elle soit homogène, qu'elle soit, je ne sais pas, bilatérale, multilatérale, vient du pouvoir, elle met d'abord en avant ses propres intérêts. Et si vous n'y avez pas réfléchi à la question par vous-même, étudié la question et vous avez vos propres solutions, ben on vous imposera celui ou celle, les avantages de la personne qui vous avez en face. Et donc, pour nous, la première chose, c'est de former une masse critique d'intelligentsia susceptible de poser toutes les questions, les aborder et y trouver les solutions adéquates. Tant qu'on ne fera pas cela, on sera des simples consommateurs d'idées ou de fabriquer dans d'autres laboratoires et imposer pour les biens d'autres personnes. C'est à cela que je pense. En fait, on ne doit pas ignorer la crise. Et maintenant, on ne sait plus si elles sont vraiment des grandes puissances. Vous voyez, c'est ça. Aujourd'hui, on a les BRICS quand même qui se débrouillent pas mal et il faut se poser la question. Hein. Donc, on n'est pas sûr. Hein, vous voyez. Donc, je crois que nous avons toutes nos chances. Alors, vous ne voulez pas de modèle. Vous ne voulez pas qu'on dise émergent. Donc, on ne sait plus, nous, le Maroc, nous ne savons plus comment ça fait. Nous ne savons plus quel mot utiliser. Hein, donc, je remercie le Maroc d'avoir reconnu sa part d'africanité. C'est vrai que les réunions de ce genre sont là pour ça, pour dire aussi effectivement que le Maroc, c'est un continent aux portes de l'Europe. Le Maroc aurait pu revendiquer l'Europe aussi, d'accord. Donc, nous devons remercier l'Europe de reconnaître sa part d'africanité. Apporter deux réponses. La première, c'est que comment le Maroc peut tirer bénéfice ou davantage de sa présence en Afrique subsaharienne. Le Maroc peut dire, de par sa position géostratégique, de par son appartenance au continent africain, et de par aussi les relations historiques qu'il entretient depuis longtemps avec le continent africain, il cherche à porter la coopération économique multilatérale à un niveau qualitatif supérieur, à travers une dynamique opérationnelle développée
est mue par un consensus fondateur autour de l'opportunité d'un partenariat gagnant-gagnant. Ce partenariat a pour objectif de générer de la croissance, absorber le chômage de la jeunesse et à répondre aux fortes attentes de la population. Concernant l'insertion de comment l'Afrique peut avoir ou prendre son destin par ce continent. Donc l'Afrique aujourd'hui, nous vivons aujourd'hui dans un monde marqué par un basculement d'une sorte de graphique de la croissance économique d'Asie vers d'autres continents. Donc le continent africain du côté de ces changements regorge de ressources naturelles extrêmement importantes, la population jeune et ainsi de suite. Donc comment le Maroc, l'Afrique peut commencer par un processus d'intégration développementiste, d'intégration régionale pour pouvoir s'insérer dans l'économie mondiale et pour pouvoir avoir une marge de manœuvre au sein de négociations, au sein de l'OMC. Alors, je voudrais remercier ce intervenant également comme vous, mais je vais donner une réponse pragmatique. Alors, vous savez, souvent, critiquer c'est facile, mais l'art est beaucoup plus difficile. La seule réponse pour que l'Afrique puisse sortir de là, c'est le travail. Mais la plupart du temps, les gens qui sont les premiers concepteurs des théories, qui sont les mêmes intellectuels, sont les premiers à passer le temps à combattre le travail des autres et à ne rien proposer. Nous avons vu les Cheikh Anta Diop proposer des choses et ils ont fait réécrire l'histoire universelle. Nous avons vu ce que les Ampateba ont fait et ils ont eu une influence sur l'UNESCO. Alors, les concepts, j'ai parlé tout à l'heure de l'émergence, nous avons dit que c'était un concept qui vient du 19e siècle. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est d'autres qui se sont assis, qui ont réfléchi et qui ont trouvé, qui ont fait un constat et qui ont abouti à quelque chose. Alors, ce que nous devons faire, c'est de proposer quelque chose de concret pour que cela puisse combattre par lui-même ce que les autres ont fait. Mais tant que ce que d'autres intellectuels ont proposé, nous les intellectuels, on va se réunir pour passer le temps à dire mais pourquoi, sans nous-mêmes pouvoir publier quelque chose de sérieux dans ce sens, bien évidemment, on ne pourra pas atteindre l'objectif que le roi a signé et qu'il faut atteindre. Alors, donc, au départ, ce sont les intellectuels eux-mêmes qui inventent le mot et après, les gouvernements utilisent. Il n'y a pas de pouvoir sans objectif. Et cet objectif-là, je crois que c'est la boussole pour pouvoir tout faire. Alors, et en tant que linguiste, ce que je peux dire, c'est qu'une chose peut exister sans un nom pour la désigner. Et également, un mot peut cesser d'exister, mais ce à quoi ça se référait peut continuer d'exister. Alors, il faut bien évidemment un concept pour appeler quelque chose. Il faut bien évidemment un objectif à atteindre. En quoi est-ce que cela est mauvais de chercher à émerger, de chercher à sortir du lot? Si sortir du lot s'appelle émergence ou que d'autres ont trouvé le mot avant nous, si nous ne trouvons pas un autre mot pour le désigner, on sera obligé, je suis désolé, de l'utiliser. Maintenant, si quelqu'un trouve que cela a un autre nom, qu'il propose un mot. Tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'au lieu de modèle, il propose des choses, expérience. Nous saluons également sa proposition de vouloir nous donner quelque chose de concret plus tard et qu'on puisse analyser. Je vous remercie. Merci. Je voudrais encore une fois remercier les intervenants, sans oublier de dire que nous sommes à l'ère de la mondialisation et que les concepts d'aujourd'hui, émergence ou autres, sont forgés par la religion, l'Asie, etc. J'ai plein de concepts en tête qui circulent aujourd'hui à travers le monde dans les universités, qui sont forgés par des Africains, des Asiatiques. Donc, le savoir n'appartient à aucune entité. Et c'est un savoir partagé. Et nous avons notre rôle en tant qu'Africains, notre contribution, elles ne sont pas uniquement d'Afrique, mais elles sont de l'humanité. Et Dieu sait combien aujourd'hui la question du Mouna est de la plus importante. Voilà. Merci à l'assistance et à cet après-midi. Je vous remercie d'être là pour cette séance de l'après-midi. D'après les informations que j'ai reçues, c'est la séance en français. Et l'autre séance, c'était en arabe dans une autre salle. Alors, nous aurons en principe l'occasion d'entendre un certain nombre de
communication qui seront brèves par la force des choses. Il y a M. Yahya, ensuite M. Maya Bonaventure, M. Haftani Dalawi, Hassan Dalawi. Bon, je vais dire Hassan Dalawi, j'ai fait ça pour moi, Hassan Dalawi. Bon, madame ne semble pas être là, madame Fatima qui est sur la liste que je ne vois pas. Voilà, il y a M. Arlindi, Emmanuel Arlindi qui est là, M. Mohamed Ekoundi qui est là aussi. Et Zachary, il faut écrire votre nom et me le donner pour que je vous cite, sinon ce serait difficile. Et Dr Chafia Kagnon m'a dit qu'il serait là. Je ne sais pas si c'est là autant. Oui, c'est lui qui va clôturer. Bon, d'accord. Ok, ça marche. Bien. Comme vous le savez, les contraintes de temps sont très lourdes sur les séances et nous sommes obligés de nous en tenir aux indications qu'on nous a données, c'est-à-dire demander à faire de l'autodiscipline pour éviter toute difficulté. Et nous allons commencer sans plus tarder parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps et il y a beaucoup. Hier que les relations du Maroc avec le reste du continent africain remontent à plusieurs siècles. Ils se basent principalement sur un patrimoine commun marocain-africain qui constitue un socle solide sur lequel se sont développées ces relations. Principaux éléments de ce patrimoine, c'est d'ailleurs ce patrimoine qui s'est concrétisé, consolidé avec les flux, les rapports qui lient le Maroc avec le reste du continent africain à un moment où le Sahara n'a jamais été une barrière, par contre il était un pont qui relie le Maroc au reste du continent sur le plan physique, humain, culturel, politique. Les principaux éléments de ce